Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve ici sur un site exceptionnel du mur de l'Atlantique. Je vais vous faire découvrir une station de détection de la Luftwaffe. Ici, je suis devant le plus gros ouvrage du site, c'est un L479. Il fait partie d'un grand complexe, d'une station de détection pour la chasse nocturne et diurne pour détecter les avions alliés. Alors on va commencer cette visite par le plus gros ouvrage, le poste de commandement. Je suis allé un peu trop vite. On va d'abord revenir en 1945 pour bien comprendre l'histoire du site. Alors déjà, pour être précis, nous sommes ici sur la position GI 305 Ratibor. D'ailleurs, le marquage au pochoir des bunkers du secteur commence tous par GI, GI comme Gironde. 305 étant le numéro de la position. On a ensuite la lettre L qui veut dire Luftwaffe, donc la composante aérienne de la Wehrmacht. Puis vient le numéro de l'ouvrage sur la position, et enfin, la date de construction. La position 305 qui nous intéresse est la station de détection Vogel, en allemand qui veut dire oiseau. La position comptait une vingtaine d'ouvrages entre les blocos, les positions flak et les bâtiments pour la vie du soldat. Donc c'était une belle petite fourmilière en haut de cette colline. Je vous ai dit en intro qu'on allait visiter un bunker L479, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce bunker allemand était le dernier à se rendre en 1945 pour la pointe de Grave. Alors là, je suis sur le côté droit de l'ouvrage. On voit ces tuyaux là qui sortent. Alors c'est un poste de commandement et ici on récoltait toutes les informations pour pouvoir détecter les avions ennemis. Là, ici on a un créneau de tir pour protéger cette entrée. Il y a deux entrées, une troisième même qui devait être bouchée. Ici la deuxième. On voit qu'il y avait des grosses portes blindées encore là qui ont disparu. Ici l'entrée, je vous en parlerai tout à l'heure de celle-là. Avec une ouverture sur le dessus là. Et on avait sur le toit un Tobruk. Voilà, de quoi mettre une mitrailleuse là. Avec son accès à part, indépendant du reste de l'ouvrage. Alors ce bunker, il était constitué de 24 pièces. Et il y avait tous les services nécessaires au fonctionnement
de l'ouvrage pour détecter des avions avec précision. Il y avait des logements pour tout le personnel, une salle de travail, un local pour les transmissions, la ventilation. Ils avaient même un groupe électrogène, donc ils étaient autonomes en électricité. Ils étaient aussi étanches au gaz. C'est pour ça qu'il y avait ce système de ventilation, de quoi extraire l'air vicié, pouvoir aussi purifier de l'air neuf. Alors, on va aller voir l'intérieur. Alors, vous voyez ça, c'est assez incroyable parce que ces traces sur les murs, c'est du camouflage qui est encore là, des dizaines d'années plus tard. Du camouflage réalisé par les ouvriers de la Luftwaffe, là. Ce camouflage couleur sable, beige, jaune, comme ça, avec du vert. Là, on le voit bien. On imagine que sur tout le bunker, c'était comme ça. À la fin de la guerre, au printemps 1945, les Allemands sont sur le point de céder. Mais ils tiennent encore quelques poches de résistance, comme à Dunkerque, Lorient, Saint-Nazaire, La Rochelle, Royan, et ce qu'on visite aujourd'hui, la Pointe de Grave. Ici, le siège pour ce secteur commence le 25 août 1944 par les forces de libération, mais son dénouement aura lieu qu'au printemps 1945. Sous les ordres du général Delharmina, le colonel FFI Jean de Milray et sa brigade Carnot prend la tête des opérations. Il est en charge de coordonner les bataillons français et s'engage dans de durs combats pour la libération avec l'appui de l'aviation alliée et de la marine française. Les Allemands sont bien retranchés et attendent les Français de pied ferme. Alors sur tout le site, on a plusieurs radars qui permettaient une localisation précise des chasseurs ennemis. On va commencer par là. Vous voyez cet orifice là. Alors selon moi, c'était l'échappement du groupe électrogène. Puisqu'ici on arrive dans la pièce où se trouvait le groupe électrogène. Il y a encore son socle ici. Il y a une grille de protection. Pour protéger la courroie. Et ici le mur là, c'était pour passer du matériel lors de la construction. Il a été bouché. Ici un créneau pour la défense approché. Et donc cette grande porte, ce passage, cette ouverture pour le matériel, je pense qu'on pouvait l'obstruer avec des IPN ou des barres en acier ici, en les faisant glisser un petit peu le même système qu'on retrouve dans les ouvrages de la ligne Maginot. Là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ces IPN en acier, là, à mon avis, ils devaient servir à refermer les ouvertures provisoires pour passer le matériel. On voit que bon, c'est lourd, mais à deux, on arrive facilement à les soulever. Et donc ce petit tunnel là, qui pose question pour moi, j'ai pas encore la réponse. Ah, il y a une trappe ici, c'est là, c'est obstrué, et là ça part au fond, et on a vu tout à l'heure, à l'extérieur, la sortie. Ça fait un peu penser à une sortie de secours, un peu comme pareil sur la ligne Maginot.
Là, on avait une petite rigole pour passer les câbles et les tuyaux qui ramenaient le fioul pour ce groupe. Et là, ce qui est incroyable dans cet ouvrage, c'est qu'on a encore les portes. Le coffrage là qui a encore tenu. Les portes blindées. Alors la grosse porte blindée de l'entrée a disparu, mais il reste celle-là. Elle est bien grippée. Voilà, celle-là bouge encore. Donc avec 2 vantaux. Donc en cas d'attaque, s'il devait y avoir des gravats ou des explosions de béton, pour éviter que la porte reste bloquée, les soldats avaient quand même la possibilité de sortir par le ventail du haut, en ouvrant la porte au-dessus. Là, il devait y avoir un joint pour que l'étang, ou ici plutôt même, on le voit ici, ah bah voilà, il est là. Le joint pour que l'ouvrage soit étanche. Alors c'est un des plus gros ouvrages normalisés Regelbau de la Deuxième Guerre mondiale sur le mur de l'Atlantique. Il fait 18 mètres de long et 8 mètres de large à peu près. Et les murs et le plafond fait 2 mètres d'épaisseur. Alors c'est bien parce qu'on a encore quasiment toutes les portes en place. Et là, vous pouvez surveiller aussi par ce œilleton là. Et il est sur 2 niveaux. On va voir ça tout à l'heure. Jusqu'au bout, les Allemands vont résister. Le colonel Prahl de la forteresse est fait prisonnier, mais certains soldats complètement fanatiques du bataillon Narvik notamment vont se battre jusqu'à la mort. Sous les ordres du capitaine de corvette Heinz Birmacher, ces soldats d'élite et leurs capitaines vont se replier sur la position GI 305, la station radar Vogel. Les bunkers de la Luftwaffe construits sur la colline par l'organisation Todt en 1943 deviennent une véritable forteresse imprenable. Avant l'attaque finale, les Français demandent un bombardement massif de la base radar. Le terrain est lunaire, on se croirait pendant la Première Guerre mondiale. Et pourtant, l'ennemi ne veut pas se rendre. Alors il a fallu quand même 2600 mètres cubes de béton pour construire cet ouvrage, qui est le plus gros du site. Alors tout a brûlé là. Là, on a le deuxième accès. Le corps des portes doubles, vous voyez. Ça, c'est la deuxième entrée. Toujours ce camouflage là. Encore en place. Ah, on voit bien le joint là. Un genre de caoutchouc. Et là, on avait accès à la chambre de tir. Elle a grippé la porte.
la chambre de tir pour protéger les abords du bunker à l'extérieur. Là, tout est brûlé. On voit au mur qu'on a des lattes. Et était fixé dessus des planches. Donc tout le bunker était complètement habillé de bois. Il devait même y avoir de l'isolation entre les planches. Là, on arrive sûrement dans la salle de commandement et là, c'est incroyable ce site parce que ces salles sont immenses. On a une très grande portée et surtout, ici, on avait sûrement ce qui était la salle des cartes ou la salle d'analyse pour la détection des avions. On se croirait dans un film de James Bond avec une base souterraine. On imagine des cartes tendues là au milieu avec les opérateurs allemands de la Luftwaffe qui devaient pointer le mouvement des chasseurs ennemis ou des bombardiers. On se trouve en fait dans la pièce où se trouvait la table Seeburg. Cette table était un système ingénieux et complexe qui était utilisé par les Allemands pour guider leurs chasseurs de nuit vers les avions ennemis. La table était en verre dépoli sur sa face inférieure. Le quadrillage faisait 10 cm par 10 cm et chaque case représentait 25 km². La station Vogel possédait plusieurs radars raccordés sur ce bunker, comme des Freya et même un immense radar mammouth situé pas très loin sur la position GI-305A. Pour faire fonctionner la table Seeburg, un radar suivait la trajectoire de l'ennemi et un autre le chasseur de nuit. Les signaux radio émis se transforment en 2 points lumineux qui donnent par l'intermédiaire de la table la position des avions. Le contrôleur de la Luftwaffe qui surveille l'opération peut ainsi diriger son pilote vers l'avion à abattre. Imagine l'agitation qu'il devait y avoir ici avec tous les opérateurs. Les transmissions téléphoniques. Ici encore un créneau. Et là on voit toujours ces lattes. Puis cette isolation là. Qui je pense est d'origine là, ouais. Cette salle, elle est gigantesque. Il ne faut pas tomber. Et on voit en bas que on a des supports, en tout cas on a des genres de tables comme ça, où devaient être affichées toutes ces données. Dommage que c'est brûlé. Je crois que c'est du carrelage, hein, du gros carrelage, là, du grès céram, on dirait. Alors, on va aller voir le sous-sol. Prendre cet escalier. Le 20 avril, le colonel Milray, alias Carnot, ordonne une offensive sur les bunkers du site avec l'aide des blindés. Un par un, ils seront neutralisés au prix de nombreux morts et blessés. Dans les blocos, on se bat dans les couloirs et dans les petites salles des ouvrages à la mitrailleuse et à la grenade incendiaire. Dans l'après-midi, le dernier bunker est encerclé, mais il résiste toujours.
Les tanks saumur français ne peuvent rien contre ce bloc de béton. Dans les rangs français, c'est l'agitation. On sent que la fin est proche. Alors beaucoup de soldats français sont volontaires pour aller parlementer et obtenir la reddition de Birnbacher et de ses hommes. Un courageux sachant parler allemand est désigné. Quand il part dans ce qu'il reste de la forêt de pins en direction du dernier bunker, tous ses camarades se demandent s'il reviendra en vie. Quelques minutes plus tard, une fois de retour, tout le monde se presse autour de lui et il dit « Un officier qui est sorti m'a mis son pistolet là, sur le cœur, et il m'a dit « Pars ou je te tue ». Encerclée, attaquée de toutes parts, la garnison Narvik tient encore jusqu'à la fin de la journée et envoie jusque-là des messages radio en Allemagne en décrivant les combats sur la position, les bombardements, les tentatives françaises pour la reddition, les regroupements de blindés. À 18h40, les Français donnent l'assaut final sur le bunker. Un message est envoyé en Allemagne. Ennemi en approche du bunker. Cela ne va pas durer longtemps. Nous allons faire sauter les appareils. Et à 18h45, un dernier message. Ennemi dans le bunker. Nous sautons. Vive l'Allemagne, vive le Führer. Mais c'est finalement que à 20h30 que le capitaine de corvette Birnbacher se rend avec ce qui lui reste de fusiliers marins. La bataille du Médoc se termine donc le 20 avril 1945, avec du côté français 400 morts ou disparus et 1000 blessés. La garnison allemande compte 650 tués, 80 disparus et 1000 blessés. Le 22 avril, le général de Gaulle se rend à Graillan pour féliciter le général Dellarminat et la brigade Carnot. On sent vraiment une atmosphère bizarre ici. Ah, ici, on avait des chambres aussi. Pour le personnel, pour les officiers. Là, on avait l'arrivée de tous les câbles. On dirait qu'il y a les câbles téléphoniques qui arrivaient par là. Alors on voit bien que là, on a encore le bois en place et ça résonne tout de suite beaucoup moins. Donc ça devait être très très bien insonorisé. Même au plafond, hein. Il y en avait partout. Et là, on a cette ouverture vers le rez-de-chaussée. On va faire cette pièce à la fin. On va encore aller voir le fond. Il devait y avoir des tuyaux qui devaient passer dans ces ouvertures au fond. Des gaines.
Ici, on a un genre de faux plancher. Il y a soit de la ventilation ou des câbles électriques qui passaient partout. Ouais, on voit des ouvertures là, il y avait des genres de chemins de câbles au sol. Alors je crois que c'est en Bretagne. Il y a une personne, un privé, qui a récupéré un ouvrage comme ça, qui en a fait un gîte. Si je dis pas de bêtises. Hein. Ça va être assez incroyable de dormir dans un endroit pareil. Bon, ceux-là, elles ne sont pas vraiment blindées, ces portes, hein, en tout cas. Le son, elles sont très fines. C'était par balle, quoi, uniquement. Alors, on a peut-être les chambres. Hein. On se croirait dans un bateau, dans un sous-marin. Voilà, une grande pièce encore. Là, on voit clairement l'isolation au mur. Donc cette pièce devait être bien insonorisée là. Bon alors, comme l'ouvrage a pris feu, c'est dommage, on voit plus les inscriptions, il devait y en avoir sur les murs. Les inscriptions des soldats allemands, j'entends bien sûr, comme des idiots qui ont tagué le site. Et voilà, ce socle là en béton qui devait accueillir toutes les données nécessaires à la détection des avions. Et ces supports là. Il y en a un là, il y en a un deuxième là. Peut-être pour porter les cartes. Il y a plein de déchets. Certains sont peut-être d'époque. Hein. Je pense que certains ont déjà fouillé. Là, on a un morceau d'isolateur. Un morceau de boucle de ceinture. Il y a une boucle de ceinture. Hein. Ah ouais, il y a du matos là. Ah, il y a des cartouches. On voit qu'elles ont éclaté avec la chaleur. Il y en a beaucoup là. Encore là. Je vais en garder une en souvenir.
Voilà, ça c'était le plus gros ouvrage du site, un L479. On va aller voir les autres égalbeaux du secteur. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, mettez un petit pouce si ça vous a plu. Et pensez surtout à vous abonner en activant la petite cloche de notification. C'est très important pour la visibilité de la chaîne. Moi, en tout cas, je me suis vraiment amusé à faire ce reportage sur le site et derrière, après, en post-production. Je remercie bien sûr Thierry de l'association Forteresse Gironde Sud qui m'a communiqué de belles photos pour illustrer ce reportage et qui m'a donné pas mal d'infos aussi. Si cette histoire vous a plu, je vous conseille vivement cet ouvrage, La poche du Médoc, écrit par Dominique Lormier. Ça raconte toute l'histoire d'avril 1945 avec la libération de la Pointe de Grave. Voilà, et nous on se retrouve très vite avec la suite des explorations du secteur de la station Vogel, avec d'autres bunkers et des vidéos un peu plus courtes. Je vous dis à bientôt. Ciao. Et voilà un morceau de verre dépoli de cette table Zébourg. Donc on avait le quadrillage sur cette plaque de verre. Et ici quelques cartouches retrouvées sur le site. Et une petite clé mystérieuse